Aujourd'hui à l'émission, We Need to Talk About Kevin, Nomadland et The Big Lebowski. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods de Bad and the Ugly, de la cinéphilie, de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir l'une des rares personnes au monde à pouvoir revendiquer le titre d'humorologue, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse et décortique l'humour sous tous ses aspects et tous ses angles. Elle est aussi docteure en sciences politiques. Elle m'a enseigné la politique à l'École nationale de l'humour. Julie Dufort, allô, comment vas-tu? Allô, allô, ça va super bien, toi? Ouais, merci. T'as fait, c'est ça, comme je disais, sciences politiques à l'UQAM. Tu m'as enseigné l'humour à l'École nationale de l'humour. Tu m'as enseigné la politique à l'École nationale de l'humour. Ça portait sur quoi ta thèse, ton doctorat? Ben, ma thèse portait en fait sur les controverses de l'humour. Fait qu'en fait, moi, je me suis penchée sur les limites de l'humour et du politique parce qu'on a souvent l'impression que c'est deux choses qui sont complètement opposées. Puis pour moi, l'humour politique, c'est beaucoup plus que de faire une blague sur François Legault, Jean Charest ou peu importe le politicien. Là. Fait que j'avais le goût de regarder en fait où se situe le politique dans l'humour, dans toutes les formes d'humour, mais plus particulièrement le stand-up. Puis, en fait, j'ai pris 3 grandes controverses humoristiques aux États-Unis, dont Richard Pryor, entre autres, là, peut-être que tu connais. Ouais. Puis, j'ai regardé comment la controverse se construit. Fait que pourquoi, en fait, qu'est-ce qui est dit dans l'humour qui porte à controverse, comment le public a réagi, puis comment on réinterprète les controverses avec le temps. Fait que c'était vraiment de trouver un peu les jonctions entre l'humour et le politique d'une manière différente. Excellent. Avant qu'on rentre dans ta liste, j'aime toujours savoir, de la part de mes invités, c'est quoi les films qui ont marqué leur enfance dans ton cas? Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petite? Ben moi, j'ai regardé, ben là, je serai vraiment pas originale, là, Oui. Mais ça va être les films de la fête, là, les films de Les Contes pour tous. J'ai beaucoup aimé Bac et Bottine. J'ai trouvé que c'était une histoire qui me touchait beaucoup, d'une petite fille, là, Maë Paiement, là, qui jouait la petite fille qui devenait orpheline puis qui allait chez son oncle musicien qui veut rien savoir des enfants puis toute cette histoire-là. Fait que j'avais beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aussi aimé les Mighty Ducks. Peut-être c'est le côté sportif en moi qui avait beaucoup aimé ce film-là, des histoires d'équipes qui échouent puis qui finalement qui gagnent. J'imagine que j'ai un côté un peu, j'aime les belles finales avec un peu d'humour aussi, les films qui sont comiques. Alors, ouais, je pense que c'est 2 films qui m'ont beaucoup marqué dans mon enfance. Oui. Puis, pour te connaître un peu, ça te ressemble aussi comme choix de film? C'est vrai? OK. Okay, oui. Non, mais tu sais, c'est pas les films de Disney avec les valeurs traditionnelles américaines. Tu sais, t'es allé vers des trucs québécois. Ben, les Mighty Ducks, c'est un film de Disney, mais tu sais, c'est un film sportif, tout ça. Je trouve ça intéressant quand même que, déjà, je trouve que ta personnalité soit dans les films qui t'ont marqué quand t'étais petite. Ouais, c'est vrai. Bac et Bottine, ben, c'est l'histoire d'une fille aussi qui avait beaucoup de caractère, là. Tu sais, faut dire quand même que elle a réussi à charmer son oncle, à la garder à la fin. Tu sais, elle qui a des belles valeurs pour elle, familiales. Elle aimait beaucoup les animaux. J'adore les chats. Fait qu'on a peut-être ce côté-là en commun. Elle avait une moufette, là, mais moi, j'aime beaucoup les chats. Puis, fait que, ouais, il y a peut-être quelque chose de similaire, mais j'ai pas été abandonnée dans ma jeunesse. Alors, on n'a pas ça en commun. Ben, restons dans le sujet de la jeunesse, mais la jeunesse qui tourne mal avec We Need to Talk About Kevin, film de 2011 de Lynn Ramsey qui m'en vedette Tilda Swinton, Ezra Miller et John C. Reilly. Ça raconte quoi, We Need to Talk About Kevin? Et ça va faire un peu bizarre de commencer par ce film-là parce qu'on s'entend, là, tu m'as présenté comme humorologue, puis puis là, on va aller dans le film le plus dark, là, en fait, qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai écouté, en fait, pour la première fois il y a quelques semaines à peine. Je suis allée à la Cinémathèque à Vancouver, puis il y avait comme la thématique de Lynn Ramsey, en fait. Fait que moi, j'avais jamais vu de film de cette réalisatrice-là. Fait que je suis allée voir le film, puis j'ai été complètement
En tout cas, c'est un film qui m'a particulièrement bouleversée. Fait qu'en fait, l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'une mère de famille, d'une famille, en fait, mais c'est surtout l'histoire de la mère Eva. Puis, elle va tomber enceinte. On a l'impression qu'elle veut pas beaucoup vivre la maternité, qu'elle n'est pas particulièrement attirée par ce mode de vie-là. Puis, elle va mettre au monde un enfant, Kevin. Puis là, c'est pas un punch ou rien, mais elle va, en fait, Kevin, on va savoir dès le début du film qu'il est responsable à l'âge de 16 ans. Il va faire une tuerie dans son école, une tuerie avec un tir à l'arc. Là, il va tuer plusieurs personnes de son école. Fait qu'en fait, le film, c'est un peu l'histoire, c'est beaucoup de la perspective de la mère, de comment elle voit son fils, de la maternité, puis tout ça dans des allers-retours entre le présent puis le passé. Donc, c'est pas un film qui a une trame narrative là, où on commence donc chronologique. Là, c'est vraiment dans les idées du back and forth, là, de retourner dans le passé. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué d'un film comme celui-là? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, je dirais que si l'art, c'est censé te faire vivre des affaires, là, au même titre que Bac et Bottine m'avait fait vibrer quand j'étais jeune, ce film-là, j'ai été sur le bout de ma chaise tout le long du film parce que j'ai vécu des émotions dans ce film-là. J'ai été mal à l'aise, j'ai été pas bien, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de longueur dans ce film-là, mais les longueurs jouaient sur le malaise. En fait, peut-être que j'avais juste le goût de sortir de cette histoire-là puis de pas vouloir assister à ce film-là puis de voir cette femme-là souffrir, en fait, de son fils. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça fait bizarre à dire, mais c'est ça, les émotions que j'ai vécues parce qu'il y a tellement de violence psychologique. Il y a tellement c'est ça, on sent mal d'un bout à l'autre, on voudrait sortir, mais c'est ce qui fait la force du film aussi, je pense. Ouais. Le film a été fait il y a une dizaine d'années, mais c'est tristement encore d'actualité. En fait, bon, la COVID a fait baisser le nombre de tueries dans les écoles aux États-Unis, donc point positif pour la COVID, mais à chaque année, ça arrive. Toi qui s'intéresse à ce qui se passe à la géopolitique américaine, comment t'expliques ça, qu'il y ait autant de tueries dans les États-Unis? J'ai l'impression que c'est pas juste une question d'armes à feu. Les armes à feu sont extrêmement présentes, mais pourquoi les écoles sont des cibles? C'est vraiment une super bonne question. Je pense que c'est en termes culturels. Si on avait la réponse, peut-être qu'on serait capable d'y mettre fin, mais je pense que c'est une jonction d'éléments différents. Là, tu parles, c'est ça, de la culture des armes à feu ou l'accessibilité des armes à feu. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à noter là-dessus. Puis il y a le côté aussi du malaise, là, tu sais, des gens qui sont peut-être qui ont de la misère à aller chercher de l'aide, problèmes de santé mentale, le stress, tout ça, j'imagine que c'est des éléments aussi qui font en sorte que il y a des jeunes qui arrivent juste pas à trouver de l'aide puis à s'en sortir puis qui décident de vouloir marquer les esprits. J'imagine qu'il y a aussi ça, là, le côté très flamboyant de la société américaine. J'imagine que en tout cas dans le film qui est fait par Lynn Ramsey, il y a quelque chose comme ça. C'est quand Kevin sort après avoir fait ses meurtres, il est extrêmement fier. C'est comme si ça lui donnait du pouvoir, s'il avait le contrôle aussi sur son entourage, comme si il voulait être sur la une des journaux aussi, là, quelque chose qui serait d'une forme de devenir célèbre, là, aussi d'une forme de devenir l'idée de vouloir être célèbre pour quelque chose. Mais oui, c'est assez troublant de voir la prédominance des tueries des tueries de masse aux États-Unis comme ça. Là, c'est particulier à la société américaine. Oui. Puis, qu'est-ce qui est venu autant te toucher dans un film comme celui-là? Est-ce que c'est plus le point de vue de la mère ou c'est ce qui peut être ressenti par le garçon je pense pas qu'on essaye de justifier, mais on rentre quand même dans la psychologie d'un tueur, là, ce qui est quand même assez audacieux. Oui, moi, c'est vraiment l'aspect de la mère. C'est de partir, c'est de partir de sa vision à elle, puis oui, on rentre dans la personnalité du garçon Kevin, mais c'est vraiment pour moi la personnalité de la mère qui est le plus intéressant, c'est-à-dire de ressentir toute la culpabilité qu'elle peut vivre à avoir mis au monde cet enfant-là.
C'est comme si, je te donne une scène du film, à un moment donné, elle se promène dans les allées d'une épicerie. Puis là, elle voit une femme dans l'allée, puis on a l'impression que cette femme-là, ben peut-être que son enfant est décédé par la tuerie. Là, donc, puis elle se cache dans l'allée, donc la mère, puis l'autre personne va aller écraser sa douzaine d'œufs. Puis quand elle passe à la caisse, puis qu'elle se rend compte que sa douzaine d'œufs est complètement éclatée, elle va les acheter. Elle va les acheter quand même, elle va juste faire « c'est correct, c'est de ma faute, c'est bon, je les prends, je les paye », puis elle mange son omelette avec ses coquilles d'œufs. Puis, tu sais, c'est comme si elle voulait subir, elle devait subir, en fait, la responsabilité puis le poids d'avoir mis au monde cet enfant-là. Fait que pour moi, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans dans toutes ces émotions-là. Puis c'est aussi... j'ai regardé le film il y a quelques semaines, j'ai voulu réécouter quelques scènes. Là. Ouais. Puis moi, ce que j'aime dans les films, c'est aussi de pouvoir écouter le film puis de comprendre autre chose. Mm-hmm. De voir un peu ça, qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation possibles. Ouais. Puis, j'ai entre autres remarqué la présence du rouge. OK. C'est comme si, une couleur... c'est la couleur du sang, là. Fait que déjà, en partant, c'est assez clair. Je pense pas que c'est si recherché que ça, là, mais il y a cette couleur-là. Mais quand elle se détend, elle va boire un verre de vin rouge. Puis, dans sa vie là, de maintenant, là, pas du passé, là, donc après que la tuerie ait lieu, il y a des gens qui vont aller pitcher de la peinture rouge sur sa maison. Mm-hmm. Puis tu la vois à plusieurs reprises dans le film essayer de nettoyer cette peinture rouge-là. Fait que c'est comme si, encore une fois, la culpabilité, puis ça devait nettoyer son passé. Je ne sais pas comment le dire, là, mais si elle avait cette nécessité-là de trouver une façon de retrouver sa vie, mais que c'était de la peinture quasiment indélébile. Là. Fait qu'il y a ces choses-là, puis aussi de savoir... est-ce que c'est l'histoire du passé qu'on voit, là, ces flashbacks, est-ce que c'est sa vision du présent du passé? Ou c'est vraiment le passé qui s'est passé comme ça? C'est intéressant, ça. Fait que ça, pour moi, dans la deuxième écoute, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que la première écoute, j'étais sûre qu'elle ne voulait pas être mère. Elle ne voulait pas être mère, puis que quand, par exemple, il y a une scène là, où elle voit des femmes dans un gym, dans une salle d'essai, pas une salle d'essayage, là, mais dans les salles de bain des gyms, là, toutes les femmes frottent leur bédaine, puis sont heureuses de leur maternité, puis elle est comme mal à l'aise de toute cette scène-là. Puis je me suis posé la question, est-ce que, étant donné que c'est des flashbacks, est-ce que c'est pas sa vision du présent qui regarde et qui se dit « Hey, j'aurais jamais dû être enceinte, j'aurais jamais dû... » Tu sais, comme tout ça, ça a changé complètement ma vie. J'aurais pas dû avoir à vivre ça. C'est pas juste, c'est pas ma vie. J'ai tout mis de côté pour élever cet enfant-là qui m'a rendu la vie dure. Fait que je ne sais pas c'est quoi la réponse. Il faudrait demander à j'imagine qu'on peut faire la réponse qu'on veut aussi. Là. Oui, c'est ça. C'est son interprétation. Fait que, j'ai eu cette impression-là de l'utilisation des flashbacks, puis j'arrive encore pas à savoir si c'est elle dans le passé ou elle dans le présent qui regarde son passé. Oui, ses souvenirs sont teintés par ce qui est arrivé dans le présent. C'est ça, oui, c'est ça. Fait que c'est pas des souvenirs authentiques, c'est des souvenirs chargés des émotions actuelles. Oui. C'est à un autre niveau, quand on est prof dans une classe, ce film-là, c'est une tuerie dans une école, on est quand même privilégié au Québec, au Canada, de pas avoir eu énormément de tueries dans les écoles. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies une crainte, pas nécessairement qu'un étudiant ou une étudiante commette l'irréparable, mais d'avoir des étudiants desquels tu dis, cette personne-là, je le vois qu'elle va pas bien, puis c'est quelqu'un qui me fait un peu peur. Bonne question. Je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Par contre, je me suis déjà posé la question à plusieurs reprises quand je rentre dans un local, qu'est-ce que je ferais? Okay. Qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? On est-tu au 2e étage? Est-ce qu'il y a des rideaux pour cacher? Là? Souvent, il y a des fenêtres dans les portes. Là. Est-ce qu'il y a un rideau pour fermer ça? Parce que les instructions qu'on a, de ce que je comprends, là, c'est souvent de ne pas être visible pour un tueur. Là. Mm-hmm. Fait que d'essayer de m'imaginer ça, puis je voudrais tellement pas être responsable d'une classe
qui vit ça. Mais c'est ça. J'imagine qu'une des responsabilités de prof, quand on voit ça dans les médias, il y a des plans, il y a des trucs à avoir pour essayer de minimiser les impacts puis pas se sentir responsable, sentir qu'on a fait le tout pour le tout. Là. Fait que, mettre des bureaux devant des portes, c'est ça, ne pas être visible pour le tueur. J'imagine barrer la porte. Est-ce que la porte se barre de l'intérieur? Des choses comme ça que je me suis posé comme question, mais rien d'étudiants que j'ai senti dérivé par rapport à ça. J'ai vu beaucoup de détresse là, d'étudiants. On peut penser à l'école de l'humour où c'est des artistes qui sont pris avec plein de troubles dans leur tête. Là, mais... Oui, on peut penser à ceux-là. J'en étais. Les clowns tristes. Mais tu sais, j'ai enseigné pendant plusieurs années au cégep aussi. Ouais. Fait que j'ai quand même vu beaucoup d'étudiants passer. Puis, ça m'est déjà arrivé des étudiants qui sont venus dans mon bureau me raconter des choses qui sont lourdes à porter, là, mais que c'est tellement... c'est des confidences que tu te sens choyé, là, parce que comme professeur, tu as quand même certaines formes d'autorité, puis d'avoir ces secrets-là, puis qui se tournent vers toi, c'est toujours... c'est un velours, mais en même temps, c'est difficile. On a comme cette responsabilité-là, mais en même temps, c'est ça. Je me dis, s'ils sont venus me voir, c'est parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance en moi. Puis, il y a ça qui est intéressant, mais en même temps, c'est ça. Les profs, on n'est plus... c'est pas juste enseigner, hein? C'est pas juste être devant une classe. Là. C'est beaucoup d'autres choses aussi. C'est beaucoup de gestion de soi-même aussi, j'imagine. Oui, puis ces confidences-là qui vont arriver, puis, ça fait partie d'avoir la porte ouverte de son bureau, puis ça se fait beaucoup plus en présentiel qu'à distance aussi, ces éléments-là. Fait que les profs, c'est du multitasking quand même, puis on y pense pas, là, mais des fois, ça peut rendre la tâche complexe, très complexe, T'ouvres un peu cette porte-là, puis je suis curieux d'y aller. Tu me diras si ça ne te tente pas qu'on aborde ces sujets-là, mais quand tu donnes un cours puis que ça vire mal, qu'il y a des gens, j'ai entendu des histoires, je n'irai pas dans les détails, là, mais qu'il y a des étudiants qui sont réfractaires à la matière enseignée. Par exemple, le féminisme. Comment tu gères ça? Par exemple, dans une certaine école d'art à Montréal, il y a des étudiants où tu abordes des courants philosophiques, politiques, tout ça, puis tu veux parler de féminisme, puis il y a des étudiants dans la classe qui font hey, moi, je m'en fous de cette matière-là, je veux pas en entendre parler. Comment tu dois gérer ça? Puis comment tu le vis aussi? Je suis curieux de connaître ça. C'est sûr que moi, là, ça doit faire à peu près presque 10 ans que j'enseigne dans cette école d'art. Oui. Puis, j'en ai vu beaucoup passer, toutes sortes de réactions. Puis, à travers le temps, le cours sur le féminisme, c'est un cours que je donne depuis l'an 1 que j'enseigne là. Puis, je peux dire que je vois quand même beaucoup d'évolution. Mm-hmm. C'est intéressant comme la job de prof, justement, pour ça, de pouvoir, d'une année à l'autre, comparer, puis voir. Puis, chaque cohorte est vraiment différente. Puis moi, je m'améliore aussi comme prof. J'ose croire que je suis meilleure après 10 ans qu'à la première année. Fait que pour moi, les premiers cours sur le féminisme ont été vraiment challengeants comme féministe. De recevoir que cette idée-là, dans ce milieu-là, qui a encore beaucoup d'inégalités de genre, là, on s'entend à l'école, la parité, c'est loin d'être la norme dans les cohortes. Là. Fait que, pour moi, comme féminisme, les premières années, ça m'a vraiment ébranlé. Puis après ça, en fait, on dirait qu'avec le temps, il y a comme l'aspect de pédagogue qui rentre, puis qui se dit, OK, ça arrive, puis dans le fond, c'est le reflet de la société. Il y a des gens qui pensent comme ça dans la société. Fait que comment moi, je fais comme pédagogue pour essayer de rallier le plus de gens possible à quelque chose dans lequel je crois. Là. Puis, c'est pas de brainwasher personne. C'est pas ça du tout. Je veux dire, le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Là. Fait qu'on peut peut-être essayer. C'est pas... parce qu'on m'avait reproché d'avoir un programme politique, de vouloir endoctriner parce que j'avais invité... Manon Massé à l'École nationale de l'humour. Je l'avais invitée comme conférencière, puis on m'avait dit que je voulais endoctriner les gens vers la gauche. Là. Fait, en tout cas, c'était pas du tout ça mes intentions. Je prends les critiques, je les prends. Mais fait que c'est ça. Fait qu'après,
au fil du temps, le côté pédagogue, comment je peux enseigner le féminisme pour rallier encore plus de monde à cette cause-là, pour qu'ils comprennent puis qu'ils puissent, par eux-mêmes, dans le milieu de l'humour, trouver des manières d'être des alliés de cette cause-là, tu sais. Puis à leur manière, à eux, personnelle. Fait que, avec le temps, je me dis, quand il y a des choses qui se passent en classe, il y a des gens qui sont réfractaires, c'est de jouer à la chef d'orchestre un peu, puis d'essayer de voir, OK, il y a ces gens-là qui ont le droit d'émettre ces commentaires-là. Quand ça se fait dans le respect, c'est correct. Mais quand ça vient heurter certaines personnes, puis que ça joue sur les émotions, là, c'est un peu de resserrer serrer la vis, puis de rallier les gens à la cause. Puis je pense qu'ultimement, ça se passe quand même bien malgré tout. Oui. Ouais. Dans mon année... Qu'est-ce qui s'était passé dans ton année? Ça avait été bien smooth. OK. Je pense qu'il y avait juste un étudiant qui était venu te voir après puis qui lui était convaincu que les hommes et les femmes n'avaient pas le même cerveau. Ah oui. Mais je pense que c'est tout. C'est le plus gros débordement qu'il a pu avoir. Là. Oui, parce que je faisais faire une lecture sur le cerveau, en fait. Ça avait été... c'est ça. Puis qui disait... Oui, je me rappelle de ça, mais c'est ça qui disait que finalement, les cerveaux des hommes et des femmes sont il y a plus de différence, en fait, entre les cerveaux des hommes et entre les cerveaux des femmes qu'entre les cerveaux des hommes et des femmes. Fait que, on peut avoir des différences sociales, là, mais il y en a beaucoup qui sont construites finalement plus qu'innées. Là. Je pense que c'était juste ça que je voulais amener, mais effectivement, ça avait généré cette discussion-là. Oui, mais... Non, c'est ça. Moi, ça a été le plus gros qui est arrivé. Il n'y a personne qui a quitté. Il n'y a personne qui a voulu revendiquer d'autres points de vue politiques forts. Mais bon, c'est tout ce qui a pu arriver dans mon année, heureusement. Quand même, c'est déjà ça. Tu vois, il y avait déjà des discussions. C'était pas tout le monde qui était sur le même point de vue par rapport à ça. Fait que, c'est correct aussi. Puis je pense que ton cours a eu ça de bon à l'école, d'amener d'autres types de discussions, d'amener des gens à s'éveiller à des courants politiques parce que, tu sais, à un moment, on s'en parlait, tu disais, mon cours, c'est un peu une introduction aussi à la politique, tu sais, on va pas profondément dans les concepts et tout ça, tu sais, c'est quand même court, 3 heures pour parler de féminisme ou pour parler d'enjeux sociaux, des choses comme ça, mais c'est une belle ouverture. Moi, je trouvais ça super le fun d'avoir ce cours-là. C'était pas un cours... c'est ça, moi, je vous voyais pendant 7 semaines. Là, fait que c'était vraiment... C'est ça aussi, là, c'est pas beaucoup. Puis, ce qui est difficile, en fait, c'est que vous êtes une cohorte qui peut avoir... J'en ai déjà eu un qui avait une maîtrise en sciences politiques, puis j'en ai d'autres qui n'ont pas fait cégep, Fait que d'essayer puis qui ne s'intéressent pas nécessairement à la chose politique. Fait que, de trouver une manière d'avoir tous ces gens-là dans la même salle puis de satisfaire tout le monde. Il faut que ça soit une introduction, il faut que les personnes qui sont un peu plus informées puissent participer puis rajouter des trucs, puis les autres pas se sentir mal de te poser la question comment fonctionne le mode de scrutin au Canada. Là, parce que c'est ça. Mais moi, c'est ce que je souhaite, c'est que tout le monde se sente à l'aise de participer à son niveau de compréhension puis ensemble d'être un petit peu plus informés. Oui. Si je reviens à We Need to Talk About Kevin en conclusion, c'est quoi le moment? Oui, on a ça fait bizarre. C'est correct. C'est quoi une scène dans ce film-là qui t'a marqué? Il y en autre que celle à l'épicerie dont on a parlé tantôt. Oui, il y en a une autre où la mère est tellement plus capable de son petit bébé qui n'arrête pas de pleurer. Elle est downtown New York, là, c'est vraiment... puis elle prend la poussette, puis elle s'en va à côté des chantiers de construction avec son bébé, puis le bruit des chantiers de construction qui rend sourd, pas qui rend sourd, mais qui... en fait, elle n'entend plus son bébé pleurer parce qu'elle entend juste les chantiers de construction. Ça, j'avais trouvé que c'était quand même une image qui était forte pour dire à quel point c'est bruyant, puis que c'était dérangeant pour elle, mais ça, c'était apaisant d'aller sur les chantiers de construction. Ouais, ça avait été... j'avais trouvé ça quand même fort comme image. Ouais. On va passer à ton deuxième coup de cœur qui est Nomadland, un film de 2020 réalisé par Chloé Zhao qui met en vedette Frances McDormand et
et des Américains du quotidien, comme j'aime les appeler. Là. Frances McDormand est la seule vedette, et vedette, le mot est fort dans le cas de Frances McDormand. Vous l'avez tous vu dans quelque chose, mais c'est pas un nom. C'est pas Angelina Jolie, c'est pas le nom qui vient en premier à l'esprit, mais quelle actrice formidable, surtout dans Nomadland. Peux-tu me le résumer un petit peu? Peux-tu me dire de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça montre surtout, Nomadland? Oui, Nomadland, c'est l'histoire de Fern qui a tout perdu avec la crise économique de 2008. Fait qu'il y a un aspect qui est très ancré dans la réalité. Ouais. Puis, elle décide, en fait, elle a juste plus d'argent, elle décide d'aller vivre dans sa van. Puis, tu sais, c'est rien avec le hashtag van life, là. Tu sais, on est vraiment dans de la pauvreté extrême aux États-Unis, comme on peut se l'imaginer. Fait le film débute, c'est une scène où on la voit dans un centre Amazon où elle travaille là pendant les fêtes. Donc, c'est vraiment un emploi saisonnier parce qu'ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre chez Amazon. Puis moi, ça m'avait vraiment marqué, là, mais Amazon loue des terrains de camping autour de ces usines, de ces centres de distribution pour s'assurer que des gens qui vivent dans des vannes puissent venir travailler chez Amazon. T'sais. C'est fou, ça. C'est complètement fou. C'est complètement fou quand tu y penses. D'une certaine façon, c'est que tu payes pour travailler. Le salaire qu'ils te donnent, tu le redonnes à la compagnie pour avoir ses terrains. Donc, tu payes pour travailler là. C'est ridicule. C'est ridicule. Puis c'est vraiment... c'est ce mode de fonctionnement-là. Tu sais, si Amazon réussit à faire fortune, si Jeff Bezos peut aller dans l'espace, c'est parce qu'il y a des gens qui habitent dans leur van, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve. Tu sais, c'est les inégalités là, dans ce film-là que tu vois dans une trame narrative entre la fiction puis la réalité. Fait que, tu sais, si je termine le résumé, là, c'est Fern qui va parcourir les États-Unis pour son travail, puis on va l'inviter, il y a une de ses amies, Linda May, qui va l'inviter à venir sur une genre de terre, là, une communauté de personnes qui habitent dans des vannes, qui se regroupent à chaque année, plus dans le sud des États-Unis, puis c'est là qu'elle va découvrir, en fait, qu'est-ce que c'est. C'est là que, comme spectateur aussi, on le découvre. Qu'est-ce que c'est d'habiter dans une vanne? Qu'est-ce que ça représente? C'est qui ces gens-là qui habitent là? C'est quoi leur parcours de vie? Fait qu'il y a cette profondeur-là qui est du film, là, qui a des images absolument merveilleuses, mais qui est très touchant par les personnages qu'on rencontre. Oui. Selon toi, qu'est-ce que ça dit, ce film-là, sur les États-Unis autour de 2008, 9, 10, mais aussi sur les États-Unis actuels? C'est l'échec du rêve américain, c'est les inégalités qui ne cessent d'augmenter parce que moi, je ne serais pas surprise qu'avec la pandémie, il y ait encore plus de gens qui ont perdu leur emploi puis qui habitent dans leur van. Fait que pour moi, ce que ça dit sur les États-Unis, c'est c'est ça, c'est les inégalités, puis c'est aussi le territoire. Pour moi, le territoire américain est vraiment marquant. Là. Tu sais, les images qu'on va voir dans ce film-là, c'est autant la beauté du paysage que la beauté des personnages aussi, mais la tristesse des histoires de vie qui sont vécues. Fait que pour moi, il y a quelque chose aussi du territoire. Tu sais, je suis allée très souvent aux États-Unis. J'ai fait beaucoup de voyages de vélo aux États-Unis à me promener pendant des semaines et des semaines, un peu en nomade, là, mais loin d'être... tu sais, je ne veux pas du tout me comparer aux nomades du film, là, tu sais, mais je suis passée près de ces endroits-là où j'ai vu des gens habiter dans leur van, j'ai vu des gens habiter sur des terrains de camping là, tu sais, pendant des mois et des mois. Tu sais, c'est ce qu'on voyait dans ce film-là, c'est beaucoup les États-Unis que j'ai vu, cette diversité-là, des gens qui sont restés marqués par des guerres, c'est des anciens militaires perdus qu'on peut retrouver aussi sur tes terrains de camping. Ça a l'air bizarre, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense qui vont avoir ce parcours de vie-là, d'être délaissés pour compte du système aussi par après, là. Fait que parce qu'il n'y a pas de tissu social, donc... C'est ça. Tu peux pas consulter facilement, tu peux pas
trouver de l'aide rapidement. Ben, rapidement, ça te prend les moyens. Tout a un prix. Tout coûte quelque chose aux États-Unis. C'est ça. Puis c'est ce qu'on voit dans le film parce que quand ils racontent leurs histoires de vie, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est ça. Il y en avait un dans le film, je me rappelle, c'est un ancien de la guerre du Vietnam, mais il y en a beaucoup aussi, c'est en fonction, ils ont eu un cancer. Ouais. Puis ils finissent leur vie là parce qu'ils n'ont juste pas d'argent, tu sais, ou c'est d'autres membres qui, dans leur famille, il y a eu justement des maladies, des gens autour d'eux qui sont décédés, puis qui n'ont juste plus rien, tu sais, tout est, sont très pauvres, vont se retrouver là, puis pas justement de tissu social, filet social pour essayer de les ramener puis avoir un toit où vivre qui ne soit pas juste une vieille vanne là, qui essaie de réparer par eux-mêmes. Là. Ouais. Fait qu'il y a ce système de santé. C'est quand on regarde des films comme ça qu'on se dit qu'on est quand même chanceux ici au Canada de pouvoir avoir ce filet-là, ce filet social-là économique, que ce soit par l'assurance-emploi, que ce soit par le système de santé aussi. Là. Ouais. En voyant ce film-là, ce que je trouvais fou, ça m'a rappelé, parce que j'ai voyagé quelques fois aux États-Unis aussi, puis quand on se rend, par exemple, à New York, en autobus ou en voiture, peu importe, le chemin, une fois rentré aux États-Unis, le chemin pour arriver à New York, c'est des villes délabrées, c'est des villes abandonnées pratiquement, puis tu arrives à New York, puis là, ça foisonne, c'est abondant, c'est de l'argent partout, mais tout le chemin pour s'y rendre est très triste, je trouve, de se rendre à New York, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus comme ça partout aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, là, mais... Non. Il y a ces inégalités-là. C'est vrai, quand tu parcours le pays, c'est des montagnes russes. Là. Tu peux arriver dans des quartiers super riches, puis ensuite des quartiers pauvres. Puis les centres-villes ont été beaucoup délaissés aux États-Unis. Tu sais. La classe moyenne, la classe plus riche veulent rien savoir des centres-villes, vont aller habiter à l'extérieur. Fait que quand on se promène dans des quartiers plus centraux, souvent, on va voir des gens qui habitent dans la rue, qui mendient. Fait que c'est vraiment... Puis à côté de ça, à New York, tu as les tours, puis ceux qui travaillent à la bourse, puis tu as cette mixité-là de gens qui ne se parlent pas nécessairement, mais qui vivent au même endroit là, durant la journée. Là. Mais tu sais, les centres-villes, c'est assez désert aux États-Unis là, quand tu vas te promener là. Fait que oui, il y a ces inégalités qui sont présentes, qui sont de plus en plus présentes ici aussi, il faut dire quand même. Fait que, ouais. Oui. Dans tes voyages à vélo, dans tes road trips aux États-Unis, as-tu rencontré des gens qui te font penser aux personnages, aux gens qu'on voit dans Nomadland? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont touché pendant que tu as voyagé? Ben, c'est sûr, il y a plein de gens qui m'ont touchée. Il faudrait que je pense à quelqu'un en particulier. Mais moi, ce que j'ai trouvé, mettons, l'esprit général américain, là, c'est d'être extrêmement... avoir beaucoup d'hospitalité. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Là, souvent, on pense que les États-Unis, c'est Donald Trump et tout ça, mais j'ai été tellement bien accueillie dans tellement plein d'endroits aux États-Unis. Tu sais, des gens qui pouvaient me dire, qui nous voyaient arriver à vélo puis qui disaient, avez-vous une place où dormir? Ben non, pas encore. Ben venez mettre votre tente en arrière de chez nous. Tu sais. Puis juste comme ça, tu sais, d'aller chez un pasteur pour qui nous invite comme ça à aller manger chez lui, habiter ou quelqu'un sur la route. Ça, c'était quand même une belle histoire, mais tu sais, on est sur le bord de la route, il y a une femme qui s'arrête puis qui dit « Ah, vous avez besoin d'aide, il fait chaud, tout ça. » Fait qu'on embarque dans son pick-up nos vélos, on s'en va à l'épicerie, puis là, elle dit « Ah, vous allez pouvoir rester à la maison, tout ça. » Fait qu'on est comme « OK, on va voir comment ça va se passer. » Elle rentre à l'épicerie, on rentre à l'épicerie, puis elle se met à courir dans les allées pour aller nous chercher de la nourriture. Wow. Puis elle fait toutes les allées, puis elle dit « Ah, aimeriez-vous ça, un melon d'eau? » Oui, OK, là, elle nous donne des melons d'eau, puis elle se met là, complètement à courir partout. On arrive chez elle, on se rend compte que c'est la femme d'un dentiste super riche, qu'on ne va pas planter notre tente dans le cour, là, qu'on va avoir des petits lits douillets, chacun notre lit douillet dans la grosse maison, qu'on va faire le bénédicité autour de la table pour souper. Oui. Et que le lendemain, parce qu'on avait un flat, je pense que c'est ça, on avait des choses à réparer sur notre vélo, le lendemain, ils nous ont prêté leur pick-up
pour aller faire nos courses. Puis on dit, ben après, un coup, vous allez avoir terminé, vous irez dropper le pick-up en avant du bureau du dentiste, là, du monsieur qui habite à la maison. Et qui te donne simple comme ça. Simple de même, qui donne les clés, puis qui te dit, voici les clés. Ouais. Puis à l'opposé de ça, autre histoire assez rocambolesque, j'ai rencontré des nazis aux États-Unis, des néo-nazis. En Californie. Oui, en Californie, en plein centre de la Californie. On décide d'arrêter dans un petit camping. Puis en fait, monsieur super gentil qui dit « Hey, vous arrivez en vélo, c'est bien bizarre. » Il nous offre des Bud Light à la lime. Il dit « Hey, voici les clés de mon sidou. On s'en va faire du sidou. » Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'à temps, en fait, lui, il est assis dans sa chaise, jusqu'à temps qu'il se lève, puis que je vois, en fait, qu'on voit une grosse croix gammée dans son dos. Wow! C'est tout le dos, là, au grand complet. Ouais. C'est l'American History X, mais en arrière, là. Ouais. Okay. Fait que c'est à glacer le sang. Là. Puis là, c'est là que tu te dis, ben c'est ça, on est des petites blanches qui voyagent à vélo, ben c'est pas, tu sais, on va avoir cette hospitalité-là vraiment, en tout cas, vraiment particulière, mais complètement déplacée. Tu sais, puis je me demande si j'avais été personne noire, une personne latino-américaine, comment j'aurais été traitée. Ouais. Parce que le lendemain, ce néo-nazi-là, il nous voit passer, il repasse sur la même route en voiture, puis il nous offre des punchs aux fruits. Comme ça sur la route. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment particulier, les États-Unis. Puis quand tu commences, c'est ça. Bref, si on revient à Nomadland, quand tu parcours le territoire, tu vois toute cette... tous ces poches-là de culturelles différentes. Tu sais, c'est la Californie, on pense que c'est Hollywood, là, ou c'est San Francisco, mais c'est aussi des villes où il y a des poches de néo-nazis. Oui. Puis si ça se trouve, la madame et son mari dentiste qui vous ont accueilli, si ça se trouve, peut-être que c'est des gens qui ont voté pour Donald Trump. Tu sais, on ne sait pas. Mm-hmm. C'est sûr. Ça se peut aussi parce que... C'est ce qu'on me raconte souvent, même dans les États plus au sud, dans les États plus centraux, qui ont des tendances à voter républicains, sont hyper généreux, justement, puis sont ouverts, oui et non, ça dépend sur quoi, mais justement, ils vont accueillir des gens chez eux, puis ça va être très, très gentil, très, très... C'est ça, vraiment sympathique, mais il ne faut pas parler de politique, j'ai l'impression. Ou sinon, ça peut donner une conversation super intéressante, mais... Oui, c'est ma générosité. C'est moi qui décide où je mets mon argent. Je veux-tu mettre l'argent dans financer une université, mais je ne veux pas financer le gouvernement parce que ça, ça ne fonctionne pas. Puis le gouvernement est trop gros, puis il est trop ci ou trop ça. Fait que c'est problématique là, de décider où va chaque sou. Là. Je nommerai pas un humoriste qui est en train de faire ça en ce moment. Est-ce que j'ai le droit? Je pense à Mike Ward. Oui. Puis à ces mini-maisons qui pensent pouvoir trouver là, c'est sûr que tu vas recevoir des courriels. C'est correct, des messages. Puis moi, je le dis tout le monde. Moi, je le dis à tous les auditeurs, toutes les auditrices, le ton sur lequel vous me parlez, c'est le ton sur lequel je vais vous répondre. Et voilà. Mais non, mais tu sais, je pense que des fois, on pense avoir les solutions à des problématiques, mais on ne comprend pas l'ampleur du sujet. Puis peut-être que je me trompe puis que Mike Ward a une super bonne compréhension de comment ça fonctionne une ville, puis comment ça fonctionne financer puis améliorer la situation d'itinérance dans une ville comme Montréal. Mais tu sais, je pense qu'il y a des institutions, il y a des villes, des organisations politiques puis des organisations politiques, mettons, municipales ou provinciales ou peu importe, mais aussi des organismes communautaires qui ont une grande connaissance des enjeux puis qui se dévouent corps et âme 7 jours sur 7 pour trouver des solutions à ces enjeux-là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est que ça part d'une bonne intention. Est-ce que le résultat... Au final, c'est la meilleure solution. Bon, il y a des groupes d'experts qui vont se prononcer là-dessus. Puis c'est ça. Puis on le voit dans Nomadland. C'est pas juste d'avoir des
des camping-cars, des mini-maisons, quoi que ce soit, qui va régler tous les problèmes non plus. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on voit dans le film aussi, c'est Bob Wells, là, qui est un vrai, qui joue son propre personnage. Là, parce que, tu sais, en fait, je pense que c'est ça une des forces du film, là, c'est que tu as des acteurs, puis tu as des gens aussi qui sont qui sont des vrais nomades. C'est pas loin d'être un documentaire, Nomadland. C'est l'hybride entre la fiction et le documentaire. C'est ça. Puis dans le film, il y a comme Bob Wells qui est le responsable de cette communauté-là dans le désert. Puis lui, lui, dans un de ses discours qui m'avait marqué dans le film, il parle de la tyrannie du dollar, là, de la tyrannie il dit pas le mot capitalisme, là, mais c'est un peu ça, là, c'est un anticapitaliste, puis il veut créer quelque chose, une autre communauté à côté. Puis, il va vraiment, lui, ce qui explique, on peut aller voir là, sa chaîne YouTube, là, c'est Cheap RV Living. Puis lui, il gagne des milliers et des milliers de dollars avec sa chaîne YouTube pour donner des trucs pour que les gens habitent dans leur van. Mais tu sais, ce qu'il dit, c'est tous ceux qui pensent que c'est possible de gagner sa vie en faisant des vidéos. Mais tu sais, pour lui qui réussit, là, pour un qui réussit, il y en a combien qui ne réussissent pas à vivre de leur chaîne YouTube ou de podcast ou peu importe, là. Fait qu'il y a quand même, je sais pas où je m'en allais avec cette idée-là, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Effectivement, à un moment donné, il finit par avoir des œillères qui font en sorte qu'il ne voit plus nécessairement la réalité qui l'entoure. C'est ça. Mais lui, Bob, je ferais quand même confiance dans le sens où il a trouvé sa solution à lui. C'est pas imposé. C'est comme si vous voulez venir ici, puis si vous voulez écouter ma chaîne YouTube pour mieux comprendre comment réparer votre voiture, comment vous réchauffer l'hiver dans votre van, lui. Puis en fait, ce qui est fantastique, c'est que lui, il dit, moi, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Là. Je pense que je ne sais plus combien de dizaines de milliers ou centaines de milliers de dollars il gagne, mais lui, il redonne ça. Il redonne à des gens qui veulent, qui sont dans le besoin aussi. Fait qu'il y a un gros... en tout cas, fait que c'est pas le van life là, californien avec le surf sur le toit puis les meubles mid-century à l'intérieur. Oui. Je trouve ça intéressant que les États-Unis, par une réalisatrice chinoise, ait pu faire un film qui aborde la question de la pauvreté parce que c'est rare qu'on voit la pauvreté abordée de front aux États-Unis. C'est souvent la classe moyenne ou les classes très riches ou les personnes en situation de pauvreté vont soit être présentées de façon très caricaturale, j'ai l'impression aussi, mais on ne montre pas beaucoup cette facette-là de la société. Donc, dans un film qui a réussi à gagner l'Oscar du meilleur film quand même, je trouvais ça audacieux. Puis, je ne sais pas comment la réalisatrice a pensé à ça, mais là, j'y avais pas pensé, mais c'est la pauvreté blanche. Parce que, tu sais, dans ce camping-là, il n'y a pas vraiment de personnes noires, de personnes racisées. Fait que j'ai l'impression que l'intention aussi, c'était de démontrer que c'est pas juste... Des fois, on a cette impression-là que c'est seulement des communautés culturelles qui peuvent vivre de la pauvreté, mais c'est aussi des personnes blanches dans des milieux ruraux qui ont été beaucoup affectées, entre autres, c'est ça, dans les usines au nord des États-Unis avec dans ce qu'on appelle la Rust Belt, là, tous les États qui sont en lien avec, qui ont développé des usines automobiles puis tout ça. Là, fait que, j'ai l'impression qu'il y a ce tabou-là, mais ultimement, ça peut toucher tous les Américains, la pauvreté. Puis j'imagine que ce film-là, Nomadland, témoigne aussi d'une petite partie, là, d'une petite parcelle qui s'ajoute à notre compréhension des inégalités économiques aux États-Unis. Complètement. Ouais. On va aller dans un tout autre univers, celui du bowling. Et des erreurs sur la personne avec The Big Lebowski, qui est un film de 1998, réalisé par Joel et Ethan Coen. Ça met en vedette l'immense Jeff Bridges dans le rôle du dude. Julianne Moore, John Goodman, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman. Peux-tu me résumer encore une fois ce film de Big Lebowski? Absolument. Mais là, je me rends compte que j'ai choisi 3 films américains avec 3 imaginaires américains complètement différents. Oui. C'est 3 pas. On a eu New York, le centre et là, la côte ouest. C'est vrai. Alors, The Big Lebowski, film culte, devenu culte avec le temps. Tu l'as dit, le titre en français, c'est Erreur sur la personne. Je pense que ça résume quand même bien le film. C'est 2 Jeffrey Lebowski
Donc, on méprend un Jeffrey Lebowski pour un autre. Fait que dans le fond, tu as Jeffrey Lebowski qu'on surnomme The Dude, puis tu as Jeffrey Lebowski, le millionnaire. OK? Fait que le monsieur Lebowski, le millionnaire. Fait que là, tu as The Dude qui est chez lui, qui veut rien faire mal à personne, qui boit des White Russian, qui joue au bowling, qui fume des joints. C'est vraiment le slacker par excellence. C'est sa vie. Il est très heureux comme ça d'aller jouer au bowling. Puis, en fait, à un moment donné, il y a des personnes qui vont rentrer chez lui puis qui vont lui demander une somme d'argent. Puis, il ne comprend absolument rien de cette histoire-là. Les gens qui rentrent chez lui vont pisser sur son tapis. Et là, l'histoire commence. Fait que dans le fond, il en parle à ses amis au bowling. Il est tellement slacker qu'il ne va rien faire pour ça, mais il y a son bon ami Walter. Qui est incarné par Goodman, là, John Goodman. Un fier vétéran du Vietnam. Exactement. À peine traumatisé. Et là, c'est ça. Fait que, Walter le convainc d'aller récupérer, en fait, une somme d'argent, d'aller voir M. Lebowski puis d'y dire qu'il le dédommage, en fait, pour son tapis qu'il a dû jeter au vidange. Puis là, M. Lebowski ne veut absolument rien savoir. Fait que le dude s'en va de sa maison de riche. Mais quelques jours plus tard, il y a M. Lebowski qui le rappelle parce que sa femme, Bonnie, a été kidnappée. Mm-hmm. Et là, c'est ça. Fait que là, l'histoire, en fait, c'est été kidnappé, puis les personnes qui ont kidnappé Bonnie veulent $1 million. Fait que là, il va revoir Jeffrey Lebowski parce qu'il voudrait que ce soit de dos, parce qu'il voudrait que ce soit lui qui amène la mallette avec l'argent. Fait que là, il y a toutes sortes, c'est comme toutes sortes de quiproquos. Toute l'histoire, c'est de savoir, essayons de retrouver ce million-là. Mais est-ce que c'est Bonnie qui s'est enlevée elle-même pour pouvoir garder l'argent? Mm-hmm. Est-ce que le M. Lebowski, le millionnaire, n'a jamais mis l'argent dans l'enveloppe, dans la mallette parce qu'il ne veut rien savoir de retrouver sa femme? Est-ce que c'est des nihilistes allemands qui sont partis avec l'argent? Où est parti l'orteil de Bonnie? Est-ce que c'est pas lié à un réalisateur? Ouais. Oui, c'est ça, avec Jackie Trayhorn. Ça devient complexe. Ça se regarde bien, là. Mais en ça se complexifie. Ouais, peut-être, je sais plus. J'ai regardé tellement de fois ce film-là. Là. C'est vrai? OK. J'ai dû le voir à peu près 100-150 fois, facilement. Pour vrai? Oui, un moment donné, je le regardais à tous les jours, parce que j'avais juste ça à faire de ma vie. Je m'endormais dessus, là, mais le soir, je me mettais de Big Lebowski, puis je m'endormais. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu es un achiever? Je suis un achiever. Ouais, c'est-tu vrai? OK, t'es un achiever? Oui, j'ai mon verre de Big Lebowski en ce moment. Wow, OK, je ne savais pas que j'allais... que tu étais un achiever, parce qu'en fait, c'est ça, la communauté des fans finis de Big Lebowski, c'est comme les Trekkies, chez The Big Lebowski, c'est les achievers. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde qui sait ça, mais c'est, oui, moi, je pense que je suis une achiever aussi. Okay. J'ai pas regardé autant de fois que toi le film, mais moi, je suis dans un Lebowski Fest. Fait que j'imagine que ça compense. Raconte-moi ça, parle-moi de ça, puis après ça, on va aller vers d'autres sujets reliés à The Big Lebowski, mais c'est quoi un Lebowski Fest? Un Lebowski Fest, c'est un festival qui a lieu partout, ça peut avoir lieu partout aux États-Unis, dont le but, c'est de célébrer le film. Fait que les gens vont pendant 2-3 jours écouter le film, puis c'est comme dans le Rocky Horror Picture Show, là, les gens disent les répliques au fur et à mesure. Là, c'est la même chose dans les Lebowski Fest. On crie les citations, on se déguise, on joue au bowling. Fait qu'il y a une soirée qui est juste comme... On loue tout le centre de bowling de la petite ville, puis on part jouer. On fume des joints, on boit des White Russian, puis on célèbre le film de Big Lebowski dans cette espèce de communauté-là. Fait que, écoute... Qu'est-ce que tu as vécu pendant ce Lebowski Fest-là? C'était où aux États-Unis? Moi, j'ai été à celui de Tampa Bay. OK. Mais ça a commencé au Kentucky, à Louisville. Je pense que c'est 2 gars qui ont fondé ça parce que, le film, fin des années 90 sort, c'est un flop en salle, mais dès qu'il sort en vidéocassette, en VHS, j'imagine, ça a créé comme toute cette espèce de communauté-là qui est née par après. Fait que c'est pour ça
on parle d'un film culte là, parce que le succès est venu par après. Puis je sais qu'aujourd'hui, il est même à la librairie du Congrès américain. Là. Il est célébré comme dans les plus grands films de tous les temps. De tous les temps. Puis, en fait, moi, c'est quasiment un TEPA game là, avec une de mes amies. Elle avait reçu un appel de communication, un courriel là, qui disait, moi, j'étais au début on était au début du doc, en fait, ensemble avec Cam. Puis, on a un appel de communication pour un livre qui s'appelle The Big Lebowski and Philosophy. Fait qu'on décide de faire une application. Les deux petites Québécoises, on décide qu'on envoie un sujet de texte où on veut essayer de comprendre l'ironie du film et dans les Lebowski Fest. Fait que dans le fond, ce livre-là, c'est pour expliquer la philosophie en prenant des produits de culture populaire. Fait que cette banque de livres-là, il peut y avoir, il y a déjà eu, mettons, SNL, House of Cards, puis tout ça. Les Simpsons and Philosophy. Exactement. Puis là, il y avait The Big Lebowski and Philosophy. Fait qu'on a fait cette suggestion-là. Notre suggestion est acceptée. Puis, c'est ça, notre nom est dans un livre sur The Big Lebowski and Philosophy. Fait qu'on s'est rendu à Tampa Bay. Fait qu'on a passé des questionnaires aux Achievers pour essayer de comprendre qui ils étaient. On a rencontré les Founding Dudes. Puis on a rencontré aussi Jeff Dowd, qui est le dude original qui a inspiré les. C'est ça, c'est quand même. Qui est encore resté hippie, de ce que j'en ai compris, là, qui est encore. Oui, un grand hippie. Oui, c'est pas. Tu sais, quand on interviewe des gens comme ça, il ne faut pas nécessairement s'attendre à avoir des grandes révélations. Ou c'est avoir. Non, il était. C'est particulier. Je te dirais qu'on n'a pas eu. C'est plus un sentiment, je pense, que des réponses concrètes là, qu'on a eues à nos questions, mais c'est vraiment fantastique d'avoir eu l'occasion de rencontrer toutes ces personnes-là puis de comprendre comment eux réfléchissent à l'ironie. Oui. Je veux savoir aussi parce que les frères Cohen ont. Un des deux frères Cohen, je ne me souviens plus lequel, a un doctorat en philosophie. Il y a son sujet de maîtrise, son sujet de doctorat, c'était sur les jeux de langage de Wittgenstein. Ah, pour vrai? Ouais. OK, je ne savais pas ça. OK. C'est un philosophe auquel je me suis intéressé un peu dans ma vie sans dire que j'ai tout compris. Ouais. Je me souviens que tu en avais beaucoup parlé dans les cours à l'école de l'humour. Puis je trouve que le film applique bien des jeux de théorie de langage de Wittgenstein dans la mesure où ce que le dos dit, c'est toutes des choses que lui a entendues plus tôt dans le film. Fait qu'il reprend des phrases, mais à son avantage. Par exemple, il entend George Bush père dit « This aggression will not stand » pendant que George Bush parle des attaques qu'il y a eu en Irak ou en Afghanistan. Je ne me souviens plus dans laquelle de ces guerres-là que c'était en Irak au début des années 90. Lebowski va ressortir cette phrase-là un moment donné. Il va mal citer Lénine, il va mal citer, puis il fait juste ça, mais il fait juste reciter des gens un peu tout croche pour se convaincre qu'il est peut-être quelque chose d'autre lui-même. Fait que je sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà remarqué ou si je te mets devant le fait accompli en ce moment. Non. J'avais remarqué ces éléments-là, cette répétition-là du film. Si je vous avais parlé de Wittgenstein en classe, c'est probablement que j'étais à l'époque où j'écrivais ma thèse, là, puis c'est ça faisait partie de mes auteurs forts dans ma thèse. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être éliminé ces parties-là un peu plus de mes cours pour pas trop perdre les gens, mais c'est super intéressant en fait qu'un des deux Cohen ait fait sa thèse là-dessus parce que ce qu'il nous dit, il y a deux Wittgenstein, en fait c'est la même personne, mais il y a comme eu deux époques. Okay. Comme le premier Wittgenstein puis le deuxième. Moi, je me suis plus attardée à la théorie qui est plus liée au deuxième avec les jeux de langage. Le premier, c'est plus logique, je pense. Puis le deuxième, c'est plus des réflexions sur le langage. Puis en fait, ce qu'il dit, c'est le langage, c'est toujours... On peut comprendre le langage comme étant des jeux. Fait que chaque jeu a ses propres règles. Fait que comme raconter une blague ou comme répéter un propos, j'imagine, mais c'est un processus humoristique là, quand même dans The Big Lebowski qui répète ça. Là, c'est de pouvoir trouver les références à autre chose. Je sais pas, on peut appeler ça, c'est pas des callbacks, là, mais il y a quelque chose, il
qui est lié à cette répétition-là, mais c'est ça. Fait que bref, Wittgenstein va dire le langage, c'est des jeux, puis l'humour, tu sais, moi, dans ma thèse, ce que je disais, en fait, c'était que l'humour, même si Wittgenstein n'a pas dit exactement comprendre l'humour comme un jeu de langage, on peut le comprendre comme ça. Ça voudrait donc dire que l'humour a ses règles qu'on peut établir. Puis, tu sais, ce qui est, aussi, c'est que le langage est public. Fait, moi, je trouvais ça super intéressant dans ses propos avec Wittgenstein, parce que dans le fond, s'il est public, ça veut dire que penser qu'on fait un jeu de langage, c'est pas nécessairement faire ce jeu de langage-là. Fait que penser qu'on est dans l'humour, c'est pas nécessairement faire de l'humour. Puis que c'est collectivement qu'on va décider, en fait, si ta blague, c'en est vraiment une. Fait que, moi, je trouvais ça super intéressant pour comprendre puis théoriser l'humour dans le cadre de ma thèse, puis d'essayer de trouver, parce que, tu sais, au début, on était comme, c'est quoi l'humour? C'est quoi l'humour? Puis c'est super difficile à définir. Tu sais, si tu vas dans le Larousse, t'es clairement pas convaincu que c'est pertinent d'aller lire le Larousse, là, pour ce mot-là. Puis Wittgenstein, en parlant des règles, je trouve ça plus complémentaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans le jeu de langage de l'humour. Ça serait quoi les règles qui nous permettraient collectivement de dire que cette phrase-là, c'est dans le jeu de langage de l'humour? Est-ce qu'on est obligé de dire « Ah, ça, c'est de l'ironie, ça, c'est du grotesque, ça, c'est de la satire, ça, c'est de la parodie. » On a-tu besoin comme de tout définir? Puis Wittgenstein dit non, en fait, il y a des choses qui se ressemblent. On peut appeler ça des aires de famille. Tu sais, comme, mettons, j'ai pas vu tes parents, mais on peut probablement s'imaginer que tu ressembles un petit peu à ta mère, un petit peu à ton père. Fait que il y a quelque chose de familial, puis c'est la même chose pour l'humour. On peut créer cette forme-là, ce mot-là qui est humour, puis qui inclut plein d'autres choses, puis qu'il y a des règles qui sont communes à ça. Fait que c'est la même chose pour le jeu de langage du politique, par exemple. Fait que là, après ça, si on regarde avec le film de Big Lebowski, ça serait de dire, OK, c'est quoi, puis on prend l'humour, comment c'est formé, comment on est capable de percevoir l'humour dans ce film-là, puis d'en comprendre les jeux de langage. Ouais. Ce qui est intéressant dans The Big Lebowski, mais dans l'ensemble des films des frères Coen, c'est que tous les personnages ont leur façon de s'exprimer, de se présenter. Puis c'est pour ça que, personnellement, je pense que c'est des films qui sont très riches. Mais c'est que là, tu as deux personnages qui ont carrément le même nom, mais qui n'ont pas du tout la même façon de s'exprimer, d'aborder quoi que ce soit. Je pense à Jeffrey Lebowski, le riche Lebowski, le Big Lebowski, qui est sur le bord de son foyer, puis il se pose la question, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme? Tout ça, puis le dos, tout ce qu'il trouve à trouver, c'est une paire de couilles. Oui, il y a des perles. En fait, ce film-là, je pense que c'est les phrases. Tu en as nommé quelques-unes, là. This aggression will not stand, mais let's go bowling. Let's go bowling, par exemple. Où il y a plein de phrases cultes. Phone's ringing, dude. You have your story, I have mine. Puis shut the fuck up, Donnie. Là, surtout, shut the fuck up, Donnie. Mais même Walter a sa façon de s'exprimer selon les gens avec qui il se retrouve, mais il reste tout le temps lui-même, puis il ramène tout au Vietnam, puis il n'est pas capable de faire un hommage à un de ses amis sans passer par ses expériences au Vietnam. C'est un film incroyable. Ouais, quand il va jeter les cendres de Donnie dans une canne de Folgers. mais je trouve, justement, pour l'avoir tellement vu, analysé, décortiqué, ce film-là, là, j'en déjà fait des travaux à l'université. J'ai fait plusieurs travaux à l'université sur ce film-là. Puis il y a toujours des petites choses à aller chercher. Puis c'est un film qui en dit long sur les États-Unis, encore une fois. Là. Peut-être pas autant que Nomadland, mais à force de le voir, oui. Oui, non, mais je pense que tu as raison. C'est très différent que Nomadland, mais tu sais, pour avoir rencontré qui trippe sur The Big Lebowski, là, qui va, mettons, dans les festivals, il y a des gens là, de toutes sortes de milieux. Il peut y avoir des avocats autant que des personnes qui incarnent vraiment la vraie vie du dude. Il y a toutes sortes de gens puis qui, dans le fond, parce que quand on le réécoute, on comprend différents niveaux puis qu'on fait sa propre quête personnelle à essayer de comprendre c'est quoi le sens de
du dude, là, c'est quoi qu'il veut vraiment nous dire, le dude? Est-ce que c'est the dude abides? Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que c'est juste take it easy, man? Est-ce que, on peut, on pourrait essayer d'avoir juste une conversation avec des citations de Big Lebowski, mais je pense que c'est un peu ça, c'est ça qu'on disait dans notre texte. Nous, on reprenait le concept de l'ironie selon Søren Kierkegaard. Puis, tu sais, Kierkegaard, il dit que l'ironie, en fait, c'est pas l'opposé de ce que tu veux dire. Tu sais, si on dit c'est quoi l'ironie, c'est toujours l'opposé, là, tu sais, la définition classique, mais pour Kierkegaard, en fait, c'est autre chose. Donc, quand tu dis une phrase ironique, dans le fond, tu veux communiquer autre chose. Mm-hmm. Et cette communication indirecte-là, elle, c'est ta quête personnelle. C'est toi qui décides, en fait, quel sens tu veux y donner. Puis, donc, c'est une forme de communication indirecte. Puis, ultimement, il y a des choses qui ne peuvent être dites que par communication indirecte. Fait qu'il y a des choses qu'elle n'est pas capable de communiquer. Puis ça, moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant de dire, parce que c'est vrai que quand j'écoute de l'humour, quand j'écoute, des fois, il y a des choses que je fais comme « Ah, c'est ça! » C'est ça, tu sais, comme il y a des choses que j'arrive à comprendre, mais que de manière directe, on n'aurait pas pu dire. Tu sais, c'est de passer par le détour de l'humour pour être capable de dire des vérités. Puis je pense que dans The Big Lebowski, quand on écoute et on réécoute, puis qu'on fait partie de la répétition, parce que les achievers, là, quand ils vont dans ces festivals-là puis qu'ils répètent le film, ben, ils en viennent à comprendre un autre sens. Fait qu'il y avait quelque chose, tu sais, puis là, à la fin, Kierkegaard, il va dire ultimement, ça nous ramène à Dieu, là. Mais ça, je pense qu'on peut. On peut enlever cette partie-là. On peut enlever cette partie-là, puis le reste, ça fonctionne. Il y a des choses, c'est pas obligé que tout nous ramène à Dieu, là. Mettons, ça fait très 19e siècle. Je pense pas qu'il y a une grande place pour Dieu dans The Big Lebowski. De toute façon, s'il y a une place pour Dieu, ben, c'est la version juive de Dieu, parce que les frères Coen sont extrêmement juifs dans tout ce qu'ils font. Donc, les bases, c'est full juif. Ouais, c'est ça. Puis Walter aussi, là, il parle, il fait des. Oui, c'est ça. Non, c'est très juif. Oui, ben en fait, Walter est juif parce qu'il a sorti avec une femme qui était juive. C'est ça. C'est un gag qui passe tellement inaperçu par rapport à l'ironie de vouloir dire quelque chose sans le dire. Il y a quelque chose dans The Big Lebowski qui me frappe à chaque fois. Quand il va visiter Lebowski, il y a une photo de lui avec... est-ce que Ronald Reagan est là ou il y a juste Nancy Reagan? Je me souviens plus. Mais il y a quand même une photo présidentielle. Je pense que Ronald Reagan est là. Puis chez eux, le dos, il y a une photo de Richard Nixon qui joue au bowling. C'est le fun que chez les deux Lebowski, il y a des photos de présidents, mais c'est deux présidents du même parti, mais complètement à l'opposé. Il y en a un, c'est la richesse, puis les Reaganomics, fait qu'on libéralise le marché, puis l'autre, c'est la déchéance, celui qui a amené les États-Unis dans une espèce de paranoïa collective de le gouvernement est mauvais pour vous, puis l'abandon. Puis c'est un gars que je trouve phénoménal, mais qui passe là, en dessous du radar, mais encore là, c'est la force et l'ironie de ce film-là. Exactement. Ouais, très fort. On va faire une petite pause, Julie, et au retour, on va sortir nos plus beaux vestons en peau de vache pour faire les pires jeux de mots avec un film pour lequel tu m'as dit que tu avais une relation amour-haine. J'ai hâte de voir où on va aller avec Ding et Dong, le film. Et on termine l'émission dans le gospel le plus total. Alléluia, on va parler de Rock and None. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille, tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Théberge, John Vanasse, Lucie, tout simplement Joe, ainsi que Noémie Bellefleur. Pour vous abonner, www.com/on jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous.
retour en jase de film avec mon invité Julie Dufort, avec qui, en première partie, on a jasé de We Need to Talk About Kevin, Nomadland et The Big Lebowski. Et allons-y maintenant avec... je veux faire un mauvais jeu de mots, mais là, j'en trouve pas à brûle pour point comme ça. Là, l'aumônier de je sais pas quoi, Ding Dong, le film, réalisé en 1990 par Alain Chartrand. Ça met en vedette, là, tenez-vous bien. Serge Thériault, Claude Meunier, Yves Jacques, Raymond Cloutier, Denis Bouchard, Sophie Fauché, Yves Pelletier, Jean Lapointe, Gilda Roy, Anne Dorval, Robert Lepage, Élise Marquis, Marc Labrèche. Je pourrais continuer comme ça là, pendant 5 minutes à juste dire des noms de personnalités connues. Je te lance, vas-y, parle-moi de Ding Dong, le film. OK, tu veux que je te parle je te résume le film ou ouais. OK, on commence comme ça. Ouais. Ben en fait, c'est l'histoire de Ding Dong. Donc, 2 humoristes qui tentent de faire leur place dans le milieu puis qui échouent, en fait, qui n'y arrivent pas jusqu'au jour où ils font des blagues d'aumônier à un riche, à une personne très riche, et donc ils vont se faire donner l'héritage. Donc, la dernière chose que l'homme riche va entendre, c'est des blagues de Ding Dong, va donner sa richesse, son héritage à Ding Dong, qui vont partir un théâtre et là vont devenir riches. Et là, qu'est-ce que ça fait d'être riche? Il y en a un qui veut faire du théâtre expérimental ou tragique, authentique, là, avec le cidre de Corneille. Le cidre de Corneille. Et non pas au TNM, mais au TNT. Au TNT, la nouvelle tragédie. Exactement. Et on a de l'autre côté l'autre humoriste là, qui est joué par Claude Meunier, qui lui veut juste faire des blagues tout le temps avec son agent Gaëtan. Gaëtan. Puis c'est ça. Fait que ça va être un peu cette histoire-là. Des sketchs. Hein? C'est beaucoup un film de sketch. C'est un film à sketch. C'est un film à sketch qui est particulier. Peut-être ça nous dit un peu où on était au début des années 90 en termes d'humour. Mm-hmm. Puis c'est ça va finir. Je pense pas que c'est on peut dire la fin du film de Ding Dong. Là, c'est pas tellement. Il n'y a pas un grand punch. Là. Non, il n'y a pas de grand punch. Mais ça finit que finalement, c'est l'humour qui gagne là, beaucoup plus que la tragédie. Fait que. Puis les 2 amis sont redevenus amis à la fin. Là, Ding Dong va finir par s'entendre, puis c'est l'humour qui gagne. Oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ce film-là? Puis après ça, je vais te demander qu'est-ce que tu aimes du film, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas en premier? Écoute, moi, j'ai pensé toute ma vie que j'aimais ce film-là. OK. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que je décide de le réécouter l'année passée. OK. Puis... j'étais persuadée. Moi, là, ça a tellement. Il aurait fallu que je dise aussi ce film-là au début, quand tu m'as demandé les films de ma jeunesse là, qui m'ont. Qui m'avaient vraiment marqué. Moi, je faisais la danse du cappuccino dans mon salon quand j'étais jeune. Okay? Oui. Je peux faire la danse du cappuccino avec 2 sucres de trop. Puis tout ce temps-là, moi, j'ai pensé, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma thèse sur l'humour. Tu sais, il y a comme probablement plein d'éléments de ma jeunesse qui ont fait en sorte que j'ai beaucoup aimé l'humour, puis le film de Ding Dong en faisait partie. Là, j'étais quand même jeune, puis probablement que je l'avais enregistré sur une cassette VHS, qui fait en sorte que je l'ai vu autant de fois, ce film-là. Ouais. C'est comme ça qu'on écoutait les films à l'époque, là, au club vidéo, mais aussi les films qu'on avait d'enregistrer. Puis... fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais sûre que c'était comme une des meilleures comédies que le Québec avait produit jusqu'à temps l'année passée, que je le réécoute puis que je me rends compte à quel point il n'y a pas de trame narrative, à quel point ça fonctionne pas, que les blagues sont pas si drôles que ça, les jokes d'aumônier. OK, c'est absurde, mais il me semble que ça pourrait être une petite coche de plus là, comme film. Puis, ce qui est drôle, en fait, c'est que pour trouver ce film-là, je pense que c'est sur la plateforme Éléphant qu'on peut le retrouver. Puis, c'est vraiment drôle parce qu'au début du film, tu as comme une entrevue avec Claude Meunier. OK. Qui présente un peu le film. Il est comme, c'est Claude Meunier d'aujourd'hui là, qui présente le film. Puis, il va dire, j'aurais vraiment, à la fin de son entrevue, il va dire, j'aurais vraiment aimé ça faire un Ding Dong 2. Celui-là aurait été bon. Wow! Je te jure, il dit ça. Mais le film a été démoli quand il est sorti. Je pense même qu'il avait fait... C'est un peu ironique, là, mais quand le film est sorti, ils ont fait une conférence de presse puis ils sont tous arrivés avec des sacs sur la tête en disant « Oui, c'est nous qui avons fait ça, on l'assume
pas, mais il l'assumait en même temps. Là. Oui. Ben, je pense que ça avait eu un bon succès pour le public, mais la critique n'avait pas aimé. Du tout, non, ce qui est très classique de ces types de comédies-là qui, au box-office, font... il y en a beaucoup, là, je pense, des comédies au Québec, comédies d'été, là, un peu, là, qu'on va on qu'on se va aller voir. spécialise beaucoup là-dedans. C'est ça. Mais lui, c'est ça. Je pense que ça avait eu un grand succès. En tout cas, chez moi, étant jeune, puis découvrant l'humour, puis tout ça, j'avais adoré Ding et Dong. C'est ça, je pouvais faire la danse du cappuccino ou faire des répliques du film, comme les narines érotiques, là, ou comme plein de petits points qui vont du film, ou dans le sud pour 17 piastres, des choses comme ça, qui sont très classiques, mais en le regardant, honnêtement, la qualité humoristique, elle laisse à désirer, finalement. Parce que ça vieillit, parce que c'est normal que l'humour vieillisse mal en même temps. Oui, puis en fait, peut-être que c'est vraiment une bonne question, en fait. Est-ce que c'était bon dans le temps, puis ça l'est plus tant que ça, parce que là, on rit de choses qui sont différentes, puis le style d'humour est différent? J'aurais vraiment de la misère à le dire, parce que, j'étais tellement jeune quand j'écoutais ce film-là que peut-être que je découvrais l'humour puis mon style humoristique, Fait que donc, je trouvais ça drôle, puis que c'était des jokes que je pouvais comprendre, là. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je le regarde à peu près une fois par année, ce film-là, mais la première fois que je l'ai vu pour vrai, que je me suis assis pour regarder Ding et Dong, le film, je pense que j'étais déjà adulte. Fait que ça fait... mon Dieu, je me rappelle pas. Je devais avoir 19-20 ans quand je l'ai vu la première fois, puis... T'avais-tu trouvé ça drôle? Ouais, mais c'est ça, je regarde une fois par année, puis je trouve ça encore drôle. Tu sais, qu'il n'y ait pas d'histoire, ça me dérange pas beaucoup. Ça me dérange pas parce que les Monty Python l'ont fait, parce que, il y en a plein qui ont juste fait des films à sketch. C'est pas tous les bouts que je trouve intéressants, mais il y a un niveau d'absurdité à un moment donné qui est tellement énorme que je me dis, bon, je vais juste l'accepter. Puis c'est un film qui est... Même si, parce que je comprends ton point de dire qu'il n'est peut-être pas si bon que ça, mais après ça, de s'échanger les répliques, c'est toujours le fun. Oui. C'est comme, je comparais ça au film français, que je trouve nul, là, mais je trouve ça plate à mort, le film. Mais après ça, de dire toutes les répliques de ça va être tout noir, ta gueule, ça me fait toujours plaisir. C'est peut-être au même niveau. J'ai pas vu, je pensais que tu allais parler du dîner de con ou quelque chose comme ça. Le dîner de con, j'ai un amour infini pour le dîner de con. C'est ça, il y a des répliques assez exceptionnelles dans ce film-là. Mais tu vois, moi, le dîner de con, je le réécoute aussi quand même souvent. Puis pour moi, on dirait... puis j'ai aimé les Monty Python. J'aime aussi l'humour à sketch, mais j'ai trouvé ça... Peut-être que le niveau d'humour, pour moi, dans Ding et Dong n'était pas assez élevé pour venir compenser le fait que c'est un film à sketch. Oui. Fait que peut-être que c'est ça, mais oui, les répliques sont bonnes, mais il n'y en a pas autant que dans un dîner de con, il n'y en a pas autant que même dans The Big Lebowski, là, selon moi. Là. Fait qu'on dirait que il y a quelque chose qui fait... Ou c'est peut-être que j'ai été... pourquoi je l'aime moins, c'est peut-être que je l'ai idolâtré. Ouais, peut-être. Ça se peut aussi. Là, puis de revenir plusieurs années plus tard sur un film que tu as tant aimé. C'est ça. De faire, finalement, je vois tous les défauts, je vois toutes les... C'est ça, ouais. C'est un peu comme revenir vers un ex. C'est ça. Pourquoi je l'aimais, cette personne-là? C'est ça. Ouais, tu pensais que tu allais revenir dans des bonnes vieilles pantoufles, mais finalement, ils sont troués, puis ils puent. Oui, mais bon, j'avais vu des extraits quand j'étais petit. Ce que j'aime de l'humour aussi, c'est que moi, je suis partisan. Je crois que tout humour est politique. Ce qui fait pas l'unanimité, puis ça, maintenant, je l'accepte, là, mais il y a quand même... Dans ton résumé de Ding et Dong, le film, je trouve qu'il y a quand même un discours politique sur le rapport entre l'humour et l'art qu'on va trouver grandiose. Eux, ils ont de l'argent, fait qu'ils s'ouvrent leur propre théâtre, mais c'est déjà ça dans le film, c'est mal reçu par la critique. Que ce soit pas par des subventions, qu'ils fassent leurs choses par eux-mêmes. Oui. C'est vrai qu'il y a une discussion sur l'art
des grandes formes d'art là, et l'art populaire qui est l'humour. Fait que, tu sais, dans le fond, la tragédie, le théâtre fait partie des formes d'art qui sont supérieures. Tu sais, en anglais, on va dire le high culture puis le low culture. Ouais. Donc, la haute culture, la basse culture, ça se dit pas tellement bien en français, mais disons la culture populaire puis la culture avec un grand C, là, ou l'art avec un grand A. Oui. Puis ouais, c'est vrai qu'il y a cette discussion-là qui est faite, mais les deux sont aussi risibles, mais l'humour se prend peut-être moins au sérieux que quand Serge Thériault puis Sarah Bédard, là, qui... La grande actrice. La grande actrice, puis qui, eux, se pensent très, très bons, puis au-dessus, puis qui ont une grande culture, puis qui veulent impressionner en jouant le cidre. Puis, fait que, ouais, puis peut-être que c'est vrai, le fait que ce soit l'humour qui gagne à la fin, c'est peut-être, c'est un pied de nez, finalement, à la... Puis il y a un côté politique à ça, finalement, de dire, ben non, l'humour, c'est aussi intéressant culturellement que le théâtre, par exemple. Ouais. Ouais. Quel constat tu fais sur l'humour québécois populaire en ce moment? Parce que je sais que tu es une grande fan des late shows, des late night shows américains. Ça n'existe pas ou ça n'existe plus au Québec. Il y a la semaine des 4 juillet, mais c'est pas tant dans l'humour parce que Julie Snyder n'est pas humoriste. Penses-tu qu'on pourrait arriver un moment donné à avoir ce genre de show-là au Québec puis que ce soit bien vu? Je pense que Marc Labrèche l'a réussi par le passé, mais je trouve que ça manque d'avoir cette espèce de show-là un peu fédérateur. Il y a eu une époque où il y en avait plus, là, les Bleus Poudres, puis Taquinons la planète, puis qu'il y avait ces formes d'humour-là plus politiques. J'ai l'impression qu'on manque de budget au Québec, puis qu'il y a une émission d'humour, admettons, à la télévision radio-canadienne qui est Infoman, qui est là depuis 20 ans, puis qu'on a de la misère à se recycler dans le format, puis à trouver peut-être quelque chose d'autre. Quoique les late night, c'est tout le temps très classique, là, mais j'ai l'impression que les animateurs, en changeant d'animateur, on arrive à renouveler le format un peu plus. Mais que c'est ça, au Québec, peut-être qu'on a peur de froisser, on a peur de parler de politique, puis de créer une émission qui va pas juste rire des politiciens puis, en les incluant. Là, je pense au bye-bye ou chaque année, là, quand j'écoute le bye-bye puis quand j'écoute la rétrospective d'Infoman, ce que je vois, c'est beaucoup de complaisance par rapport aux politiciens. Faire un late night, tu peux pas être complaisant. Tu peux l'être à l'occasion, mais ça peut pas fonctionner si tu es trop complaisant. Fait que j'ai l'impression que c'est pas un style au Québec qui est... il y aurait une demande là, pour ça, c'est sûr, mais avec toutes les contraintes publicitaires, les contraintes d'avocats, puis de ci, puis de ça, je pense que c'est quand même difficile. Les late night aux États-Unis, il y en a quand même beaucoup aussi qui sont sur des chaînes privées, là. Oui. Puis leur auditoire est tellement plus grand que ça devient plus facile aussi d'aller chercher ce public-là. Mais moi, je rêve, c'est sûr que je rêve un jour qu'on ait une émission politique de qualité là, à la télévision. Puis ça, c'est sûr, mais il y a je pense qu'il y a plein d'humoristes qui partent leur podcast, qui parlent de politique. Oui. Puis il y a le numéro pas le numéro, mais l'émission de fin d'année que vous avez fait. Oui, Scram, avec les pile-poils. Oui, avec Scram, que j'ai adoré. Ah, ben merci. Pour vrai, là, honnêtement, je pense que c'est mon coup de cœur québécois, en termes d'humour politique, de filmer, là, avec un budget qui ne devait pas être grand-chose. Là, vraiment. Vous avez réussi à faire le vrai tour pour moi de l'actualité. Si ça, on pouvait en avoir des émissions aussi critiques que ça du pouvoir plus fréquemment, là, moi, je dis oui. Écoute, je dis oui à ça. Il y aura une édition 2022. J'essaie de me rappeler dans quelle année on est, là, tellement les années sont rendues confuses. Oui, il y aura une édition 2022, je peux te le garantir. Et voyons vers où ça va aller.
Oui, mais tu sais, c'est ça, là. C'est gentil. Ben, c'est pas. C'est vraiment ressenti, là, parce que je trouve qu'on en manque de ce type d'humour-là. Il y en a, là, tu sais, il y en a qui. Le podcast, entre autres, Tu me niaises, là, que je trouve qu'ils font très bien les choses en termes de critique politique, là. Mais tu sais, c'est ça. C'est pas. C'est plus en marge. Tu sais, quand est-ce qu'on va être capable d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grand public qui rejoint plus de monde pour faire de l'humour politique là, et d'actualité politique. J'essaie de former les étudiants. Des endoctrinés, tu veux dire. Des endoctrinés, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. On va quitter le monde politique, le monde de l'humour absurde pour aller se confiner dans un couvent avec Sister Act, Rock and None, un film de 1992 de Emile Ardolino. Ça met en vedette l'immense Whoopi Goldberg, mais aussi Maggie Smith, Wendy McKenna et Cathy Najimy. Ça raconte quoi? C'est la même question que depuis le début, mais ça raconte quoi, Sister Act? Écoute, premièrement, c'est le meilleur nom en français. Rock and None, c'est bien meilleur que Sister Act. Là. Bravo à ceux qui ont réfléchi à ça. Mais fait que Rock and None, je vais le dire Rock and None plus que Sister Act parce que je l'ai clairement écouté en français, ce film-là. Puis quand je le réécoute en français. Fait que Rock and None, ça raconte la vie de Dolores Van Cartier, qui est une femme qui travaille à Reno, dans les casinos, qui chante, puis qui, en fait, va être témoin d'un meurtre. Son amant qui est responsable d'un des casinos, là, je pense, va tuer quelqu'un, elle va voir ça. En fait, son équipe là, va tuer quelqu'un. Elle va voir ça, elle va se rendre à la police. Puis ce qu'elle va se rendre compte, en fait, c'est que son amant est en fait le chef de la mafia. Puis là, il faut la protéger. Il ne faudrait pas que Whoopi Goldberg meure, là, que Dolores Van Cartier meure. Alors, l'inspecteur Sauter va décider de la cacher dans un endroit où son amant ne pourra jamais la trouver, c'est-à-dire dans un couvent. Et là, elle va devoir y rester pendant 2 mois. Elle ne veut rien savoir de ça. Donc, c'est la rencontre entre le vice, là, les Reno, tout ce que ça peut représenter, le jeu, l'argent, la musique rock and roll ou la musique... non, c'est pas juste rock and roll, là, mais en tout cas... Toute la culture du club, la culture... Du cabaret. C'est ça, qui est autant de la drogue, qui est autant... qui est tout ça, là. Dépravé, là, c'est ça, qui va se rencontrer la culture religieuse du couvent complètement fermée. Puis il n'y a personne qui sait en fait que ce n'est pas une vraie nonne. Et au début, quand elle est dans le couvent, là, sauf la révérende mère, puis là, elle va devoir passer du temps là, elle va avoir beaucoup de chocs culturels, puis elle va finir par être à diriger la chorale du couvent. Puis 2 mois plus tard, il chante devant le pape. Oui. Bon, la finale est un peu grosse, là, c'est un peu... mais c'est un film que je trouve qui est intéressant quand même. Pour l'avoir vu, moi aussi, souvent quand j'étais petit, je pense que c'était un des films préférés de ma sœur, donc on l'a regardé, puis de ma mère aussi, là, donc on l'a regardé encore et encore. La VHS a été complètement grillée. Qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te rejoint de ce film-là? Moi, ça me fait juste me sentir bien, on dirait, quand je regarde Rock and None, on dirait que c'est le dosage parfait du film entre l'humour, un petit peu de suspense, là, quand même. Il y a une petite intrigue, un peu de chant, mais pas trop, parce que c'est sûr que s'il y a trop de chant, là ça c'est pas dans mes cordes. Un peu de ça. Fait que pour moi, c'est comme la comédie parfaite, sans tomber. Tu sais, puis c'est pas une histoire d'amour, là. On est vraiment juste dans quelque chose d'authentique, de la rencontre humaine entre 2 gens, des groupes de communautés différentes. Puis l'objectif, c'est d'apprendre à chanter, d'apprendre à se connaître. Puis je sais pas, on dirait que ça me fait, quand j'écoute Rock and None, ça me fait me sentir bien. Puis il y a des bonnes blagues. Puis je sais pas, c'est vraiment un feel-good movie pour moi. Oui, c'est un film qui passe le fameux test de Bechdel aussi. Hey, c'est drôle, hein, mais oui, je le sais. C'est un des rares de son époque. Exactement. Tu sais, ça, c'est impressionnant. Puis, tu sais, même le test de Bechdel, mais c'est fou aussi de dire que c'est une femme
noire qui a le rôle principal. Puis, parmi toutes les autres sœurs qui sont blanches, mais tu sais, il y a quand même cette rencontre-là culturelle aussi qui va se faire, mais que c'est la femme noire qui va sauver finalement la communauté religieuse. Ouais. Puis, Eddie Sauter, qui est l'inspecteur, c'est aussi un homme noir. C'est vrai. Fait qu'il y a quelque chose aussi, tu sais, non seulement il passe le test de Bechdel, mais tu sais, il doit y avoir un test aussi là, pour parler des communautés noires aux États-Unis, mais il passerait le test aussi parce que les deux héros du film, c'est des personnes noires dans des environnements un peu blancs, malgré tout. Là, les méchants, le méchant, le chef de la mafia, il est blanc. Puis en tout cas, fait que je trouve qu'en regardant ce film-là, par après, parce que moi, quand j'ai vu ce film-là, au début, j'avais jamais remarqué ça. Là. Quand j'étais jeune, dans les années 90, j'étais pas assez woke dans le temps pour comprendre qu'il y avait cet enjeu-là. Je le trouvais juste bon parce qu'il était bon. Fait que, tu sais, c'est pas des noirs, c'est pas des tokens dans ces films-là, comme ça pouvait l'être à cette époque-là dans des comédies ou tout ça. C'était vraiment... Mais tu sais, elle chante un peu de rock'n'roll puis du gospel, là, aussi, qui est lié à la culture noire aussi. Fait que ce film-là, je trouve qu'il vieillit. Tu sais, au même titre là, qu'on disait tantôt qu'il y a des films qui vieillissent moins bien, pour moi, Rock'n'None, bon, c'est sûr que c'est religieux, là. Tu sais, fait que... il y a quand même il y a quand même des valeurs religieuses très présentes, mais il y a quand même des valeurs d'émancipation, tu sais, si on va dans des notions plus féministes. Oui, il y a une scène que quand j'étais petit, ça me donnait des frissons, mais c'est quand elle apprend, je me souviens plus c'est quoi le nom de la sœur qui est un petit peu plus timide, là, un peu plus réservée. Puis elle l'amène à chanter, tu sais, elle met sa main sur son ventre, puis elle est comme pousse de là. Elle se met, tu sais, elle s'ouvre, mais j'ai toujours trouvé ça super beau comme moment. Puis il y a quand même des femmes qui finissent par s'affirmer un peu plus ou à prendre plus leur place dans Rock'n'None. Des fois au détriment de la mère supérieure, au détriment de Maggie Smith, mais... C'est vrai, puis c'est toute l'émancipation de ces femmes-là qui pensaient que leur rôle aurait été autre, puis que là, ils se rendent compte que, hey, ils peuvent chanter, puis ils peuvent, c'est ça, faire quelque chose, s'émanciper, trouver une manière d'être important pour leur communauté. Mais tu sais, c'est sûr que l'aspect que ça vieillit mal, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est pour remplir les églises aussi. Là, il y a cet aspect-là qui est moins dans le 1. Là, dans le 2, c'est un peu différent. Parce que le but dans le 2, c'est qu'il y a une école pour les jeunes défavorisés. On ne met pas la clé dans la porte. Là, fait que, mais disons, si on reste dans le 1, il y a quand même, c'est vrai, il y a quand même cette émancipation-là. Puis, je sais pas, la scène que tu parles, là, en la regardant, c'est tellement cheesy, là. Ah oui, c'est super cheesy. C'est vraiment, mais c'est vrai que ça donne des frissons, mais c'est que la fille, moi non plus, je me rappelle pas de son nom, elle la touche genre 2 fois, puis là, elle chante, là, comme si c'était une grande chanteuse, là. Fait que ça peut nous arriver à tous. Oui, mais même Whoopi Goldberg, je me rappelle juste son nom de sœur, là, Marie-Clarence. Oui. Mais même elle qui se sentait peut-être plus soumise avec son mari qui est chef de la pègre, surtout avec ces femmes-là, puis comme on peut-tu avoir du plaisir, on peut-tu faire quelque chose d'autre que prier puis être dans nos bondieuseries. Il y a cet aspect-là que je trouve très fort dans le film quand même. C'est vrai, puis tu sais, quand elle va voir son mari au début, pas son mari, mais son amant au début du film, puis qu'elle veut lui dire, tu sais, merci pour ton cadeau, là, tu sais. Ah non, ça voulait pas. Au début, elle voulait dire merci pour son cadeau, mais là, elle a vu le nom de sa femme dans le coat. Fait que là, elle voulait aller l'envoyer promener, tu sais. Mais, fait qu'il y a comme cette espèce de rejet-là, tu sais, de l'amant ou de ce qu'il représente comme homme. Puis là, elle se retrouve avec les femmes. Puis c'est là que ça explose puis qui s'émancipe, là. Fait que, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis fait que c'est, pour le test de Bechdel, c'est A1. Oui. Puis on verra, parce que Whoopi Goldberg a annoncé qu'il allait y avoir un 3e éventuellement en 2023-2024. Je ne sais pas où ça va aller, mais bon, Whoopi Goldberg étant quand même engagée dans les luttes féministes, étant elle-même, elle a fait son coming out aussi il y a quelques années. J'ai hâte de voir où elle, puis en tout cas, elle va agir à titre de productrice du film, donc c'est vraiment sa vision des choses qui vont être à l'écran. J'ai hâte de voir où elle va décider d'amener ça. Est-ce que ça va encore avoir des valeurs religieuses? Je sais pas, mais... Ouais, puis tu sais, en tout cas, moi, on dirait que les suites comme ça, là, 30 ans plus tard, là, on dirait que ça... C'est un peu douteux. On dirait que je suis pas assez... je suis fan du film, là, comme Feel Good, mais je
je me dis qu'à un moment donné, peut-être que c'est correct qu'il n'y ait pas de suite. Là. On peut-tu garder le 1 et le 2 sont absolument exceptionnels. Qu'est-ce qu'on amènerait 30 ans plus tard? Mais c'est vrai qu'on peut essayer de faire confiance à Whoopi puis de se dire OK, essaye, tu peux essayer de, de nous ramener en 2022, 23, 24. Tu sais, ça serait quoi l'équivalent de Rock and None qui fitterait à Rock and Walk? Rock and Rogue. Ils vont se faire targuer de ça. Ils vont se faire dire que c'était trop woke. Puis ça va être ça. Ouais. Julie, quel bonheur de t'avoir vu sur l'émission. Merci pour l'invitation. C'est super. Ouais, c'était vraiment le fun. Si on veut lire ce que tu as fait, si on veut... Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent de toi dans un avenir rapproché ou pour l'instant... Non, pas pour l'instant. J'ai pas rien en processus d'écriture, mais ça m'arrive de commenter à la radio, l'humour politique, tout ça. Je pense que c'est peut-être ce qui est le plus présent, disons, médiatiquement là, pour ça. Mais sinon, c'est tout. Excellent. Ah, puis un bon épisode de Caucus, balado de Radio-Canada avec Daniel Lemire sur l'humour et la politique que vous avez enregistré dans le temps des fêtes. Super bon épisode, je vous le conseille. C'était vraiment une belle discussion. Donc, merci. Allez écouter ça avec Julie et Daniel Lemire. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Julie Dufort, on a Jasé de film.